Pendant notre pause, ma petite amie a couché avec mon meilleur ami, prétendant être libre. Face à sa trahison et son arrogance, je les ai exposés au grand jour et j'ai regardé leur vie s'effondrer sans le moindre regret. J'ai 27 ans, j'étais avec ma petite amie Chloé, 25 ans, depuis un peu plus de 3 ans. Nous vivons dans le même immeuble, à Paris, mais pas techniquement ensemble, même étage, appartements différents. Cela rendait les choses pratiques sans nous sentir trop engagés. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon meilleur ami, Marc, et moi nous connaissons depuis notre première année à l'université. Il est comme un membre de ma famille. Il a été présent à toutes les étapes importantes de ma vie, anniversaire, changement d'emploi, visite à l'hôpital, quand mon père est tombé malade. C'était la seule personne en qui je n'avais jamais douté. Il y a environ 2 mois, Chloé a commencé à prendre ses distances. Pas de façon dramatique, juste subtilement, des SMS plus courts, plus souvent occupés, moins intéressés par l'organisation de projets à long terme. Quand j'en ai parlé, elle a dit qu'elle se sentait étouffée et qu'elle avait besoin d'espace pour se redécouvrir. Ce sont ses mots exacts. Je n'ai pas lutté. J'ai suggéré que nous fassions une courte pause, 2 semaines, sans voir d'autres personnes, juste du temps pour réfléchir et nous ressourcer. Elle a accepté immédiatement, presque trop vite. Le premier signal d'alarme aurait dû être son calme. Pendant la pause, Marc était très présent. Il m'envoyait des SMS pour aller prendre un verre ou regarder un match. Avec le recul, j'ai réalisé qu'il cherchait des informations, demandant comment j'allais, si je pensais que Chloé et moi étions vraiment compatibles à long terme. Je pensais qu'il était simplement en train de me soutenir. Puis j'ai remarqué quelque chose de petit mais d'étrange. Un soir, je suis rentré plus tôt que prévu. La voiture de Marc était garée devant mon immeuble. Je lui ai envoyé un SMS en plaisantant, lui disant qu'il aurait pu me prévenir qu'il était dans le coin. Il a répondu qu'il rendait visite à quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Il n'y a que 6 appartements à notre étage. Je n'ai confronté personne. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Nous étions techniquement en pause. Je voulais croire qu'ils me respectaient tous les deux suffisamment pour ne pas franchir certaines limites. J'avais tort. Je n'ai pas découvert toute la vérité cette nuit-là. Mais c'est là que les pièces du puzzle ont commencé à bouger. Et une fois que j'ai commencé à faire attention, j'ai vu plus que je n'aurais jamais voulu. Les jours suivants, j'ai fait plus attention sans rien dire. Chloé et moi continuions à nous envoyer des SMS occasionnels pendant la pause. Des choses superficielles, des mèmes, des nouvelles du travail. Elle ne cessait de souligner à quel point cet espace était sain pour nous, à quel point nous étions matures. Cela semblait presque scénarisé. Marc, quant à lui, n'arrêtait pas de s'immiscer dans mon emploi du temps. Il voulait prendre un verre 2 fois cette semaine-là. Il a proposé de m'aider à déménager des meubles. Il a même suggéré un week-end en voiture pour me vider la tête. Rétrospectivement, j'ai eu l'impression qu'il me manipulait. 3 nuits après avoir vu sa voiture dehors, cela s'est reproduit. Même endroit, même créneau horaire. Vers 22h30. Cette fois, je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je suis juste monté discrètement et j'ai attendu dans mon appartement, lumières éteintes. Mon balcon offre un angle partiel sur la porte d'entrée de Chloé. Ce n'est pas intentionnel, c'est juste la conception de l'immeuble. À 23h12, sa porte s'est ouverte. Marc est sorti. Il n'avait pas l'air pressé. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air à l'aise, comme s'il avait déjà été là. J'ai ressenti cette étrange sensation de vide dans l'estomac, mais j'ai quand même essayé de rationaliser. Peut-être qu'il parlait juste. Peut-être qu'elle se plaignait à lui de moi. Toujours inapproprié, mais pas nucléaire. Je lui ai envoyé un SMS 5 minutes plus tard. « Salut mec, qu'est-ce que tu fais ?» Il a répondu presque instantanément, « À la maison, pourquoi ?» C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Pas de colère, juste de la clarté. Je n'ai pas non plus confronté Chloé cette nuit-là. Je voulais plus que des soupçons. Je voulais des certitudes. Je ne suis pas du genre à accuser sans preuve. Si j'allais faire exploser 2 relations, j'avais besoin de faits. L'après-midi suivant, Chloé m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour parler de la fin prochaine de la pause. Son ton était enjoué, presque suffisant. Nous nous sommes rencontrés dans un café à 2 pas.
Elle avait l'air soignée, confiante, comme quelqu'un qui avait déjà décidé quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi. Et puis elle a dit quelque chose que, à ce moment-là, je n'ai pas entièrement compris, mais qui prendrait tout son sens plus tard. Elle a dit qu'elle réalisait qu'elle avait besoin d'un partenaire qui respectait vraiment son indépendance. La façon dont elle a souligné l'indépendance semblait ciblée, délibérée. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle a souri et a dit que nous en parlerions plus en détail ce soir-là. Ce soir-là, elle est venue chez moi au lieu de me demander de venir chez elle. Cela seul m'a semblé calculé. Elle s'est assise sur mon canapé comme si de rien n'était. Jambes croisées, posture détendue. Elle a même complimenté la nouvelle lampe que j'avais achetée. C'était surréaliste. Je lui ai demandé directement si elle avait vu quelqu'un pendant la pause. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a légèrement penché la tête comme si elle évaluait à quel point elle voulait être honnête. Puis elle a dit oui, juste oui. Calmement. Aucune excuse. J'ai demandé qui. Elle a dit Marc. Sans aucune hésitation. Pendant une seconde, j'ai vraiment pensé qu'elle me testait. J'ai même ri parce que cela me semblait absurde. Mon meilleur ami. 3 ans ensemble. Le même immeuble. Cela ressemblait à de la fiction paresseuse. Elle n'a pas ri. Elle a dit qu'ils avaient couché ensemble 2 fois, les 2 fois pendant la pause. Elle a insisté sur ce détail comme si c'était une défense juridique. J'ai demandé si cela avait commencé avant la pause. Elle a dit non. Elle a dit que la pause lui avait fait réaliser qu'elle avait la liberté d'explorer des connexions qui l'avaient intriguée. Intriguée. J'ai demandé si Marc savait que la pause avait pour condition de ne pas voir d'autres personnes. Elle a haussé les épaules et a dit que c'était entre moi et elle. Puis elle s'est penchée en arrière et a prononcé la phrase qui résonne dans ma tête depuis « Nous n'étions pas ensemble. Je peux faire ce que je veux. Tu ne me possèdes pas. » Les vraies femmes ne demandent pas la permission d'explorer leurs options. Il n'y avait aucune culpabilité dans sa voix. Aucun conflit, juste de la défiance. Je lui ai dit que le respect de base n'était pas de la possession. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais insécure et territoriale, que c'était exactement la raison pour laquelle elle avait besoin d'espace, que j'essayais de contrôler ses choix. J'ai demandé si elle comptait continuer à le voir. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore décidé. Elle voulait voir qui s'alignait le mieux avec elle à long terme. Comme si j'étais assis à un entretien d'embauche pour ma propre relation. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est même pas la relation. C'est le fait qu'elle en parlait comme d'une étape d'émancipation. Comme si la trahison était une croissance personnelle. Je lui ai posé une dernière question, est-ce que Marc pense que toi et moi, c'est fini? Elle a souri légèrement et a dit qu'il savait que nous étions en train de comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Marc n'était pas confus. Il n'était pas induit en erreur. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après que Chloé ait quitté mon appartement cette nuit-là, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué de porte. Je suis resté assis là et j'ai rejoué chaque interaction du mois précédent. Les verres que Marc avait insisté pour prendre. La façon dont il demandait si je pensais que Chloé et moi étions compatibles à long terme, les questions philosophiques soudaines sur l'engagement. Ce n'était pas aléatoire. Il recueillait des informations. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un SMS pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer. Je suis resté décontracté. Un café près de son bureau dans le quartier des affaires. Quand il est arrivé, il a agi de manière tout à fait normale, a demandé des nouvelles du travail, a fait des blagues, a commandé comme si c'était un mardi comme les autres. Je lui ai demandé directement s'il avait vu Chloé. Il a hésité une demi-seconde, juste assez pour confirmer tout. Puis il s'est penché en arrière et a dit qu'il ne me devait pas de rapport sur les personnes avec qui il passait son temps. Je lui ai dit que je savais déjà. Il a soupiré comme si je l'importunais et a dit que nous étions en pause, que je ne pouvais pas m'attendre à ce que les gens mettent leur vie en pause parce que je mettais les choses au clair. Il a réellement utilisé cette expression. Je lui ai demandé s'il me respectait. Il a dit que ce n'était pas une question de respect. C'était une question d'adulte qui faisait des choix. Ce mot encore, choix. J'ai souligné qu'un meilleur ami ne couche pas avec la petite amie de son ami pendant une pause de 2 semaines.
Il a haussé les épaules et a dit que si la relation était solide, une pause ne la menacerait pas. C'est là que j'ai réalisé qu'aucun d'eux ne voyait cela comme une trahison. Ils y voyaient une opportunité. Chloé l'a présenté comme de l'émancipation. Marc l'a présenté comme une fatalité. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas menacé. J'ai juste payé l'addition et je suis parti. Mais j'ai pris une décision en rentrant à mon immeuble. S'il voulait jouer sur les technicalités et redéfinir la loyauté, très bien. J'agirai strictement sur les faits aussi. Et les faits, contrairement aux sentiments, sont très difficiles à contester une fois qu'ils sont publics. Je ne me suis pas précipité. C'est important. Pendant environ une semaine, j'ai agi normalement. J'ai répondu poliment à Chloé, mais avec distance. J'ai arrêté de prendre l'initiative de projet. J'ai arrêté de m'investir émotionnellement. Si elle voulait explorer ses options, elle pouvait le faire sans ma validation. Avec Marc, j'ai gardé les choses superficielles, pas de confrontation, pas de drame, juste une observation silencieuse. Voici ce qu'aucun d'eux n'avait réalisé, notre groupe d'amis est très soudé, 8 personnes. Nous nous connaissons depuis des années. Discussion de groupe, week-end, anniversaire. Il n'y a pas de secret longtemps parce que nous nous croisons tous socialement et professionnellement. Marc travaille dans la finance. La réputation compte dans son bureau. Chloé travaille dans le marketing pour une marque de bien-être locale qui met fortement l'accent sur les messages d'émancipation, les images, tout ça. Et tous les deux avaient été très vocaux par le passé sur la loyauté, les limites, sur le fait qu'ils ne franchiraient jamais certaines lignes. Alors j'ai commencé à rassembler des chronologies, des captures d'écran de messages pendant la pause, l'accord de ne pas voir d'autres personnes, la nuit où sa voiture était garée dehors, les SMS où il prétendait être à la maison, son aveu qu'elle n'avait pas encore choisi entre nous. Je ne fabriquais rien. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient suffisants. J'ai aussi fait quelque chose de simple mais efficace. J'ai cessé de les protéger socialement. Quand l'un de nos amis a demandé par hasard comment se passait la pause, j'ai répondu honnêtement. J'ai dit que Chloé et Marc avaient couché ensemble pendant celle-ci et qu'ils exploraient actuellement leur connexion. Aucune émotion, juste de l'information. Vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle l'information circule lorsqu'elle est livrée calmement. En 2 jours, j'ai remarqué des changements. Le groupe de discussion était plus calme. Marc est devenu soudainement indisponible pour les projets du week-end. Chloé postait des citations vagues sur la croissance et le fait de se débarrasser de l'énergie insécure. Elle m'a envoyé un SMS me demandant si j'avais parlé d'elle. J'ai répondu que je ne parlais pas d'elle. Je répondais honnêtement à des questions directes. Elle a renvoyé un paragraphe sur la vie privée et la maturité, sur la façon dont exposer ses affaires personnelles montrait du caractère. Je lui ai dit que les actions aussi montraient du caractère. C'est là que le ton a changé. Pour la première fois, elle a semblé nerveuse. La nervosité a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Chloé est venue le lendemain soir à l'improviste. Cela seul m'a irrité. Nous étions techniquement en pause, pourtant elle se sentait toujours en droit d'accéder à mon espace quand elle le voulait. Elle ne s'est pas assise cette fois. Elle est restée debout, bras croisés, défensive avant même que je ne parle. Elle a demandé pourquoi les gens la traitaient soudainement différemment. Pourquoi Marc avait mentionné que quelques-uns des gars semblaient distants. Je lui ai dit que je n'avais rien dit d'inexact. Elle a dit que je présentais les choses de manière à la faire paraître mauvaise. Je lui ai demandé quelle partie était inexacte, la relation, le timing, le fait qu'elle hésitait encore entre nous. Elle a dit que le contexte comptait, que nous étions en pause, que les adultes matures comprenaient les nuances. Je lui ai dit que la nuance ne changeait pas la chronologie. C'est laquelle a escaladé. Elle a dit que je la punissais d'exercer son autonomie, que cette réaction prouvait qu'elle avait raison de remettre en question notre compatibilité. Elle a répété que les vraies femmes ne demandent pas la permission d'explorer leurs options. Je lui ai dit qu'explorer des options est quelque chose que l'on fait quand on est célibataire, pas quand on met en pause une relation de 3 ans avec des limites convenues. Elle a claqué et a dit que j'avais inventé ces limites pour la contrôler. Alors, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les messages. La partie où elle avait accepté 2 semaines sans voir d'autres personnes, ses mots, pas les miens. Elle est restée silencieuse. Puis, elle a changé de tactique. Elle a dit que même si elle avait accepté à ce moment-là, elle avait le droit de changer d'avis.
que la croissance signifiait évoluer au-delà des anciens accords. Je lui ai demandé si cette logique s'appliquait aussi à Marc, si elle accepterait qu'il couche avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle l'évaluait. Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a demandé si j'essayais de saboter sa carrière en parlant. C'était intéressant. Je n'avais pas mentionné son travail une seule fois. Cela m'en a dit plus que tout le reste, car maintenant il ne s'agissait plus d'émancipation ou d'indépendance. Il s'agissait de contrôle de l'image. Et si l'image était ce qui lui importait le plus, c'est exactement là que la pression s'accumulerait. Je n'ai eu besoin de rien faire de dramatique après cela. L'élan était déjà en marche. 2 jours plus tard, l'un de nos amis communs, Antoine, m'a appelé directement, pas de SMS, appelé. Il a demandé s'il était vrai que Marc avait couché avec Chloé pendant la pause. J'ai dit oui. J'ai également précisé que Chloé et moi avions convenu de ne pas voir d'autres personnes pendant ces 2 semaines. Il y a eu une longue pause. Antoine m'a dit que Marc avait passé des mois à critiquer un autre gars de notre groupe pour avoir flirté avec quelqu'un qui n'était pas entièrement célibataire. Il avait qualifié cela de manque de caractère. Il avait dit que la loyauté se révélait dans les zones grises. Cette ironie s'est répandue rapidement. Pendant ce temps, le bureau de Chloé en a apparemment eu vent par un collègue qui sort avec l'un des gars de notre cercle. Je n'ai contacté personne à son travail. Je n'en avais pas besoin. Les réseaux sociaux font leur travail. Elle travaille pour une marque qui publie constamment sur l'intégrité, l'intelligence émotionnelle et l'autonomisation des femmes pour faire des choix relationnels sains. Soudain, les gens autour d'elle savaient qu'elle avait couché avec le meilleur ami de son petit ami de longue date pendant une pause de 2 semaines avec des limites claires. Encore une fois, pas de mensonge, juste la séquence des événements. Marc m'a envoyé un SMS cette nuit-là. Il a dit que j'étais vindicatif. Je lui ai demandé ce que j'avais dit qui était faux. Il n'a pas non plus répondu à cette question. Au lieu de cela, il m'a accusé d'essayer de les isoler socialement parce que je ne pouvais pas gérer le rejet. Le rejet. Ce mot m'a presque fait rire. Je lui ai dit que je n'isolais personne. J'ai simplement cessé de couvrir un comportement qui ne correspondait pas à la façon dont il se présentait publiquement. Puis je l'ai bloqué, non par colère, mais par efficacité. Je ne tourne pas en rond. Chloé est venue une dernière fois. Cette fois, elle était moins confiante. Elle a dit que les gens la jugeaient injustement, que les affaires privées ne devaient pas devenir des récits publics, que je savais à quel point son image professionnelle était importante. Je lui ai dit une chose simple, si tu es fier de tes choix, tu ne devrais pas avoir peur que les gens les connaissent. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Et pour la première fois depuis le début, elle a semblé incertaine. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Tout n'était pas des cris ou des confrontations dramatiques. C'était la gravité sociale. Marc a cessé de se présenter aux événements de groupe. Au début, il a affirmé qu'il était occupé par le travail. Puis, il a simplement cessé de répondre dans le chat. L'un des gars m'a dit en privé que Marc avait essayé de présenter la situation différemment. Il avait dit que Chloé et moi étions pratiquement finis avant la pause, que j'étais émotionnellement absent. Le problème pour lui était simple. Les gens nous avaient vus ensemble 2 semaines avant la pause. Ils étaient à mon anniversaire. Ils avaient entendu Chloé parler de projets de voyage futurs avec moi. La chronologie ne soutenait pas sa réécriture. Chloé, quant à elle, a viré de bord en ligne. Plus de publications sur les limites, plus de légendes vagues sur les hommes qui se sentent menacés par les femmes indépendantes. On aurait dit qu'elle essayait de noyer le poisson par sa communication au lieu d'aborder le problème. Mais dans la vraie vie, le ton compte plus que les légendes. Lors d'une petite réunion à laquelle j'assistais encore, quelqu'un m'a demandé directement si j'envisagerais de me remettre avec elle. J'ai dit non, pas agressivement, pas amèrement, juste non. J'ai expliqué qu'une fois que la confiance se transforme en échappatoire technique, il n'y a plus de reconstruction possible. Soit on partage les mêmes valeurs de loyauté, soit non. Ce n'est pas quelque chose que l'on négocie rétroactivement. Cette conversation a également circulé. Quelques jours plus tard, j'ai appris par un autre ami que Chloé et Marc avaient essayé de se fréquenter officiellement pendant environ 1 semaine. Cela n'a pas duré. Apparemment, une fois qu'ils ont été réellement responsables l'un envers l'autre, la dynamique a changé. Chloé a remis en question qui d'autre il pourrait être curieux de connaître.
Marc n'aimait pas être le deuxième choix publiquement. C'est drôle comme l'autonomie semble différente quand on est celui qui attend d'être choisi. Chloé m'a envoyé un SMS tard un soir me demandant si nous pouvions tout réinitialiser. Elle a dit que la pression de tout le monde était accablante, que nous avions fait une erreur en laissant des étrangers nous influencer. Je lui ai dit que personne n'avait influencé ma décision. C'est elle qui l'avait fait, et c'était le premier message que je ne ressentais aucune émotion en envoyant, juste la sensation de clôture qui commençait à s'installer. Après que je lui ai dit non, les choses se sont calmées d'une manière presque anticlimatique. Chloé a cessé de venir. Plus de longs paragraphes sur l'émancipation. Plus de tentatives de recadrer ce qui s'était passé. Elle a envoyé un dernier message disant qu'elle espérait que je mûrirais suffisamment un jour pour comprendre sa perspective. Je n'ai pas répondu. Marc a tenté un dernier mouvement indirect. Il a contacté Antoine pour lui demander si je serais ouvert à une rencontre entre hommes pour clarifier les choses. Cette phrase seule m'a dit qu'il pensait toujours que c'était un malentendu. Ce n'était pas le cas. Il n'y a rien à clarifier quand quelqu'un franchit sciemment une limite et la défend ensuite. À peu près à ce moment-là, j'ai appris que la réputation de Marc au travail avait subi un petit coup, mais perceptible. Les bureaux de finance se nourrissent de la perception. L'un de nos amis travaille dans le même immeuble et a mentionné que l'histoire avait circulé. Rien d'officiel, juste des commentaires discrets sur le jugement et le caractère. La situation de Chloé était plus subtile, mais tout aussi réelle. Une collègue l'a apparemment interpellée lors d'une réunion sur les messages de la marque concernant l'intégrité relationnelle. Ce n'était pas une accusation directe, mais c'était suffisamment ciblé pour qu'elle sache que les gens étaient au courant. Encore une fois, je n'ai rien orchestré de tout cela. Je n'ai pas envoyé de mail. Je n'ai tagué personne en ligne. Je n'ai pas publié de capture d'écran publiquement. J'ai simplement cessé de les protéger et j'ai répondu honnêtement aux questions lorsqu'on me les posait. Les conséquences sont venues du contraste entre leurs paroles et leurs actions. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le calme que j'ai ressenti pendant tout cela. Je n'étais pas en colère. Je ne complotais pas une vengeance de manière dramatique. J'ai juste refusé d'absorber le blâme pour quelque chose que je n'avais pas fait. Chloé a essayé de le présenter comme si j'étais possessif. Marc l'a présenté comme si j'étais insécure, mais aucun d'eux ne pouvait contester la chronologie réelle. 2 semaines, accord clair, relation secrète, justification immédiate. Une fois que j'ai réduit cela à l'essentiel, il n'y avait plus grand-chose à débattre. Et sans débat, il ne restait plus grand-chose d'eux non plus. Cela fait environ 2 mois maintenant. Chloé et moi ne nous parlons plus. Nous vivons toujours techniquement au même étage, mais nos emplois du temps se chevauchent rarement. La seule fois où nous nous sommes croisés dans le couloir, elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Aucune hostilité, juste de l'évitement. Marc a déménagé de chez lui la semaine dernière. Pas officiellement à cause de cela, mais le timing en dit assez. J'ai entendu dire qu'il loue quelque chose de l'autre côté de la ville maintenant. Notre groupe ne l'a pas entièrement mis de côté, mais il n'est plus au centre. Les invitations sont sélectives. La confiance ne se régénère pas juste parce que le temps passe. Quant à Chloé et Marc ensemble, cela s'est terminé discrètement. D'après ce que je comprends, une fois que la précipitation initiale de la défiance s'est estompée, ils ont réalisé qu'ils n'aimaient pas vraiment ce qu'ils voyaient l'un chez l'autre. Lorsque la relation a commencé sous des technicalités et des échappatoires, chaque interaction portait le soupçon. J'ai beaucoup réfléchi à ces mots, nous n'étions pas ensemble. Je peux faire ce que je veux. Tu ne me possèdes pas. Les vraies femmes ne demandent pas la permission d'explorer leurs options. Elle avait raison sur une chose, je ne la possède pas. Mais je ne lui dois pas non plus l'accès à ma loyauté une fois qu'elle a redéfini les termes sans accord mutuel. C'est la partie qu'elle ne semblait jamais anticiper. Elle s'attendait à ce que j'accepte tranquillement ou que j'explose et que je paraisse instable. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la neutralité, des faits livrés calmement, des limites imposées sans théâtralité. Je n'ai pas détruit leur vie. Ce récit serait dramatique et inexact. Je me suis juste retiré et j'ai cessé de les protéger des conséquences naturelles de leur choix. Si quelque chose s'est effondré, ce n'est pas parce que j'ai exposé des secrets. C'est parce que l'histoire qu'ils racontaient sur eux-mêmes n'a pas survécu à une transparence élémentaire. Et si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est simple, quand quelqu'un se cache derrière des technicalités pour justifier le franchissement d'une limite,
la relation est déjà terminée. La seule vraie décision restante est de savoir si l'on s'en va bruyamment ou discrètement. J'ai choisi discrètement, et d'une certaine manière, cela a eu le plus grand impact de tous.